Alors, bonjour à toutes et à tous. Il nous fait grandement plaisir, Steve et moi, de participer à ce forum. Et comme on a un peu de retard et que la communication est assez courte, je vais assurer la présentation et par la suite, s'il y a des questions, Steve va se joindre à moi. Alors, l'intitulé de cette communication, c'est la mise en œuvre de l'enseignement explicite au Maroc, point de vue des chercheurs externes. Bon, nous sommes deux chercheurs externes qui avons été invités à participer à la réforme et nous en sommes très heureux d'avoir été invités à faire cela. Cependant, il y a toujours des défis à des réformes et, comment je dirais donc, habituellement, les réformes ratent. Elles ne fonctionnent pas. Il y a plus d'échecs qui sont comptabilisés lorsqu'on fait des réformes que de succès. Cependant, il y a lieu d'espérer avec cette réforme-ci pour une seule raison. Une seule, il y en a peut-être plusieurs, mais il y en a au moins une qui est plus importante que les autres, c'est que le Maroc a fait le défi de baser sa réforme sur la recherche et les données probantes. Alors, c'est la tendance contemporaine de fonctionner lorsqu'on veut amener un changement, c'est de se baser sur les données probantes. Et en cela, la réforme, le Maroc fait presque figure de pionnier. Il y a très peu de cas d'États qui s'engagent de cette façon-là. On est très heureux de participer à la réforme sur la base, justement, du travail à partir de données probantes. Et jusqu'à présent, parce qu'il y a eu un rapport qui est sorti il y a quelques jours et qui montre que, bon, peut-être que le pari valait la peine parce que les résultats préliminaires des écoles pionnières sont au-delà de nos espérances. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Évidemment, le chantier de la réforme est énorme. Alors, ça ne fait que dire il ne faudra pas lâcher. Au contraire, il faudrait presque multiplier encore les efforts. Mais c'est très bien parti. Alors, c'est très encourageant. D'habitude, lorsqu'on entend parler de réforme, ça va toujours mal. On est toujours en train de critiquer. Là, bien, il y a quelque chose de positif qui se passe au Maroc. Et bon, je pense qu'il faut s'en féliciter et de continuer les efforts pour mener cette réforme-là à terme, à bon port, et en continuant cette progression-là. Alors, c'est une réflexion qu'on veut vous présenter sur le thème de la réforme. Ce n'est pas une étude savante, c'est simplement notre réflexion à partir de ce que nous avons constaté. Et on a tenté de mettre en relation ce qu'on a appelé le message et les messagers de la réforme. Alors, on va entrer dans le sujet et je vais vous expliquer à mesure ce que signifie le message et les messagers de la réforme. Alors, nous avons un petit plan ici qui est quand même, c'est 5 items, mais ça va être assez court quand même, la communication est courte. Alors, pourquoi réformer l'enseignement marocain? Bon, on va voir quelques données statistiques. On ne s'apesantira pas là-dessus parce que vous connaissez la situation nettement mieux que nous. Mais il faut quand même partir du motif premier de la réforme avec quelques données. La réforme qui a été proposée par le ministère et la prise de contact avec les chercheurs externes, c'est notre deuxième point. Le troisième point, c'est les défis et solutions proposés en ce qui concerne le message et les messagers de la réforme. C'est là, à notre avis, le cœur de notre présentation. Enfin, le quatrième point, quelques recommandations que l'on formule au sujet de la réforme pour la poursuite de la réforme, parce qu'on pense qu'il y a quand même des risques toujours qui sont à prendre en compte et il faut faire attention de ne pas se briser la réforme sur des écueils quand même, il faut anticiper ce qui peut arriver. Et enfin, quelques éléments de conclusion. Alors, ce qui a amené la réforme, au fond, c'est le piètre état dans lequel l'éducation nationale se trouve. Alors, l'école publique est malmenée au Maroc depuis plusieurs années et les résultats des évaluations internes font état de la faiblesse de la performance de l'école publique. Alors, que ce soit en ce qui concerne l'arabe,
le français, les mathématiques, l'évaluation du programme PNEA 2019 qui renvoie au pourcentage des élèves avec un niveau satisfaisant, n'était en moyenne que de 30% des élèves du système public maîtrisent le programme à la fin du primaire. Ce n'est pas performant. Alors, il y a possibilité de faire nettement mieux que cela. Et surtout pour un pays comme le Maroc, là, qui n'est pas quand même qui a un niveau socio-économique le pire de la planète. Là, donc, il y a quelque chose qui doit être corrigé, à notre avis, et qui peut l'être, et qui, espérons, est déjà en processus. En tout cas, on a touché une corde sensible avec les écoles pionnières, et déjà, on sent qu'il y a quelque chose de positif qui se passe. Alors, pour la fin du primaire, ce n'est pas encourageant, ce n'est pas acceptable d'avoir une performance aussi faible. C'est encore pire au secondaire. Au secondaire, au fin de collège, que ce soit en arabe, en français ou en mathématiques, l'école publique ne dépasse pas le 9% des élèves qui ont un niveau satisfaisant. Donc, en moyenne, on dit 10% ici, peut-être tout avec les autres matières. 10% des élèves du système public maîtrisent le programme à la fin du collège, ce qui est inacceptable pour ainsi dire. On ne peut pas continuer éternellement comme ça, sachant qu'on a besoin d'une relève aussi pour l'économie, pour le fonctionnement du pays, etc. Donc, il faut faire beaucoup mieux. Alors, pour les évaluations externes, vous avez évidemment tous entendu les études de PISA qui sont de plus en plus connues. Vous avez entendu parler de cela. Que ce soit en mathématiques, le pourcentage des élèves qui ont le niveau minimum de compétences, bien, le Maroc se situe à 24% aux épreuves de mathématiques, et ce qui classe le Maroc au 77e rang sur 79 pays en mathématiques, ce qui n'est pas acceptable non plus. Donc, ce n'est pas seulement les évaluations internes, mais c'est aussi lorsqu'on se compare à d'autres pays. Vous avez une liste de pays ici, bon, il y en a d'autres, et on ne peut pas... Le Maroc peut faire mieux, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le Maroc fasse mieux? Bien, on va regarder quelques pistes tout à l'heure. Et en lecture, maintenant, après les mathématiques, bien, c'est guère mieux. Alors, le Maroc est classé 75e sur 79 pays en compréhension de l'écrit, ce qui, là aussi, ce n'est pas satisfaisant. Le pourcentage des élèves avec le niveau minimum de compétences n'est que de 27%. Donc là, il faut, au fond, il faut toujours un malheur pour entreprendre une réforme. Bon, là, il y a un malheur, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut prendre le taureau par les cornes et essayer de faire quelque chose. Alors, ce qui s'est passé, le ministère a décidé de prendre le taureau par les cornes. Je pense que ça vaut c'est le temps qu'un gouvernement le fasse, et a pris 12 engagements. Bon, on nous a contactés, nous, pour, en regard de ces 12 engagements-là pour améliorer la qualité, nous avons été particulièrement impliqués, en fait seulement impliqués, dans l'engagement numéro 2 et dans l'engagement numéro 6. Alors, dans l'engagement numéro 2, cela renvoie au programme et manuel scolaire favorisant l'acquisition des compétences fondamentales et la maîtrise des langues. Bon. Alors, ça touche au curriculum. Le programme, l'engagement numéro 6, renvoie à une formation d'excellence. Donc, c'est la formation des enseignants, des inspecteurs d'école, qui est tournée vers la pratique permettant aux enseignants d'adopter une pédagogie efficace et bienveillante. Alors, on nous a contactés dans cette perspective-là pour travailler sur ces deux engagements-là, et c'est ce que nous avons fait. Alors, il y a eu une prise de contact qui a été faite en 2022 ou fin 2021, début 2022, avec le conseiller du ministre de l'Éducation, M. Youssef Sadani. Et d'entrée de jeu, bon, on a mis les cartes ont été mises sur la table. Le Maroc voulait fonder sa réforme sur les données probantes. Et nous, de notre côté, on est connus pour nos travaux sur les données probantes. Et alors là, le match, si on veut, le contact a été facile. Et on a décidé de collaborer
à ce projet-là de la réforme qui, pour nous, valait la peine d'être appuyé justement en raison du fait que le pays s'appuyait sur les données probantes. Alors, nous avons donc échangé au fil du temps régulièrement avec la partie marocaine. Et notre troisième point, c'est quels sont les défis ou solutions proposées en ce qui concerne le message et les messagers de la réforme. Donc, c'est ce que nous allons examiner plus avant, le message de la réforme. Alors, on a classé ça de la façon suivante pour que ça soit simple à comprendre. Bon, le message comprend le curriculum, c'est-à-dire ce qui est demandé aux élèves d'apprendre. Donc, le curriculum, c'est l'ensemble des contenus, des savoirs, des savoir-faire, des attitudes à transmettre par l'école. Or, les défis de ce curriculum-là, les problèmes qu'il posait, le curriculum qui était en vigueur, bon, il est surchargé, il y a de nombreux chevauchements, des redites, de manque de cohérence, un manque d'alignement, des objectifs flous, tout semble être mis sur le même pied, etc. Donc, le curriculum était problématique et on a proposé, nous, de s'appuyer évidemment sur les données de la recherche en ce qui concerne le curriculum et notamment, il y avait quelques éléments, s'appuyer sur des idées maîtresses, c'est-à-dire dans un curriculum, tout n'est pas sur le même plan. Il y a des idées maîtresses, il y a des idées secondaires et il y a des faits. On n'est pas obligé de prendre autant de temps pour enseigner un fait, une date, par exemple, en histoire, qu'une idée importante, une idée générale qui explique un phénomène historique. Bon, alors, donc, dans un curriculum, on peut le structurer à partir d'idées maîtresses, d'idées secondaires et de faits particulier. Donc, il y a une hiérarchisation des contenus. Il y a aussi dans un curriculum, pour les curriculums dits efficaces, au fond, fonctionnent sur la base d'objectifs terminaux par cycle, c'est-à-dire par matière et par degré. Donc, pour chaque matière, on a des objectifs terminaux et à chaque degré. Donc, que ce soit en français, en mathématiques, en histoire ou dans les autres disciplines, ce sont des éléments à prendre en compte et la recherche nous dit qu'il est préférable de fonctionner par matière et par degré avec des objectifs terminaux que d'utiliser des objectifs de cycle. Par exemple, au Québec, on a eu, dans une réforme, on avait divisé l'école primaire en cycles de 2 ans et il y avait des objectifs seulement à la fin de la 2e année du cycle. Ce n'est pas la meilleure façon de faire. On pensait que, on veut toujours essayer d'améliorer, mais on ne réussit pas toujours parce qu'on ne s'appuie pas toujours sur les données probantes. Mais si on s'était appuyé sur les données probantes, on n'aurait pas structuré le curriculum à partir de cycles, mais plutôt à partir d'années ou de degrés. Bon. Alors, ça, c'est le premier élément du curriculum, c'est le quoi enseigner, qui est une des composantes du message. Maintenant, au-delà du quoi enseigner, il y a le comment enseigner. Bon, c'est ce qu'on appelle la pédagogie. Bon, alors, la pédagogie, c'est la manière de faire apprendre les contenus du curriculum aux élèves et les comportements à adopter. Bon, nous, on associe à pédagogie à la fois comment enseigner les contenus, mais aussi comment enseigner les comportements. Parce qu'un enseignant ne s'occupe pas seulement de la matière à boire, il s'occupe aussi des comportements à adopter dans la classe pour que les élèves puissent apprendre le contenu. Et souvent, ça a été une composante oubliée, occultée, négligée, etc. Nous, on dit il faut les deux. Donc, le comment enseigner concerne à la fois un apprentissage, un enseignement, je dirais, efficace pour les contenus et un enseignement efficace pour les comportements. Alors, ce qui nous semblait, le problème qui semblait se poser, c'est que l'approche pédagogique utilisée ne semblait pas efficace, visiblement, puisque les élèves n'apprennent pas, depuis un certain nombre d'années, ne réussissaient pas à avoir des performances scolaires intéressantes ou suffisantes. Alors, il y a des retards importants à tous les niveaux. Alors, notre solution, nous, ça a été de s'appuyer sur la recherche. Et là, on a répertorié pour le ministère et rassemblé un inventaire de bonnes pratiques pédagogiques dans un référentiel de compétences et un guide pédagogique qui l'accompagne. Alors, c'est un travail qu'on a fait, je vous le montrerai tout à l'heure,
C'est un travail qu'on a fait, et le guide a quand même 300 quelques pages. On a fait un répertoire assez exhaustif de stratégies pédagogiques utilisables en classe et que les enseignants peuvent lire, les inspecteurs peuvent lire. En fait, tout le monde impliqué dans la réforme, à notre avis, devrait lire. Donc, sur le plan de la méthode, à la fois sur le quoi enseigner et le comment enseigner, on a proposé donc des pistes pour améliorer la situation. Maintenant, il faut aller au-delà de cela. Alors, c'est là que l'engagement numéro 6 concernant la formation des acteurs est important. C'est les messagers, parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir un message dans la réforme, il faut que des messagers transmettent ce message-là. Il faut qu'ils diffusent le message. Alors là, pardon, qui sont les messagers? Les messagers de la réforme, ce sont les inspecteurs, ce sont les formateurs des institutions de formation initiale, ce sont les enseignants qui sont les acteurs de première ligne, ce sont les agents du ministère de l'Éducation, les directions d'école, etc. Donc, les acteurs impliqués dans cette réforme-là, ce sont les messagers. Le problème qu'on a souvent avec les messagers, c'est que les messagers ne véhiculent pas nécessairement le message, n'ont pas une action coordonnée. Ce que je dis ici, c'est que, et en plus, lorsque le message est flou, à la fois sur le plan des contenus et de la manière d'enseigner, alors les messagers mettent l'accent sur des éléments différents. Par conséquent, il y a un manque de cohérence horizontale, c'est-à-dire on ne fonctionne pas de la même manière dans les écoles partout au Maroc. Chacun a sa petite manière de fonctionner. Les acteurs ne tiennent pas le même discours sur comment on devrait enseigner, etc. Tant et si bien que c'est un système qui devient moins performant. Alors, mais si on réussit à faire l'inverse, si on réussit à ce que les acteurs, les messagers, coordonnent leurs messages et enseignent dans le même sens, alors là, on crée une valeur ajoutée extrêmement intéressante. Et pour faciliter cela, nous avons pensé que, en mettant de l'accent sur des bonnes pratiques validées par la recherche, on propose une façon de faire qui est utiliser des leçons scriptées, basées selon l'enseignement explicite et qui ferait en sorte que les enseignants dans les classes utiliseraient le même matériel, les leçons scriptées, de la même façon partout dans le Maroc. Alors, on aurait comme une sorte de cohérence horizontale. C'est le même discours, le même curriculum qui serait véhiculé d'un bout à l'autre. À ce moment-là, on aurait le même enseignement, la même façon d'enseigner, et selon la perspective de l'enseignement explicite, qui est la perspective que nous proposons, nous, comme stratégie pédagogique globale ou comme méthode pédagogique globale pour enseigner. J'y arrive dans un instant. Et non seulement on propose des leçons scriptées, mais aussi il faut, évidemment, pour harmoniser le message dans la perspective de l'utilisation par les messagers, bien, il faut les former. Donc, il y a un processus de formation des inspecteurs, des enseignants qui a été initié, du moins en formation continue, et cela doit se poursuivre en formation initiale également des enseignants et des inspecteurs. Il faudra donc que l'ensemble du système soit formé au message et à la pédagogie associée à ce message-là. Donc, je vous parlais du référentiel tout à l'heure. C'est ce que nous avons produit pour le ministère, qui comprend celui de gauche, le référentiel de l'enseignement explicite. Donc, c'est l'ensemble des stratégies pédagogiques que nous avons répertoriées et qui sont structurées selon la perspective de l'enseignement explicite. Donc, on montre les différentes phases d'une leçon, par exemple, en enseignement explicite. On donne des stratégies qui concernent l'enseignement d'une leçon. On a des stratégies aussi transversales qui débordent la leçon et qui permettent à un enseignant d'avoir ici et là, par exemple, de savoir comment donner de la rétroaction, comment vérifier les connaissances, etc. C'est très pratique, là. Mais c'est basé sur la recherche. Alors là, les enseignants ont un guide pour intervenir et pas de façon
aléatoire, mais de façon structurée et à partir de ce qu'on appelle des bonnes pratiques, des pratiques validées par la recherche. De même, on a écrit aussi un guide pratique de l'enseignement explicite pour faciliter la compréhension de tout cela. Alors, nos guides, le référentiel et le guide pratique de l'enseignement explicite, bon, on traite à la fois de la gestion du curriculum, donc ce dont on parlait tantôt, certains principes, au fond, établis par la recherche qui discutent de comment faire un curriculum de qualité, et aussi la gestion de l'enseignement, c'est-à-dire quand on fait une leçon, comment on procède pour faire la leçon, et la gestion de classe, qui est trop souvent ignorée. Alors, comment on peut faire pour gérer la conduite des élèves. Les élèves, ils sont charmants, ils sont attachants, mais pas toujours. Il y a des fois, au fond, où il y a des écarts de conduite qu'on peut prévenir. Il y a d'autres fois aussi où il faut corriger des écarts de conduite, donc intervenir. Et là, ben, on montre comment faire. Alors, tout cela, ce qu'on propose en ce qui concerne le message et les messagers, bien, ça correspond à la stratégie du ministère d'avoir à la fois un pilier curatif qu'on appelle le TAL et en même temps un pilier préventif qui s'appelle l'enseignement efficace. Mais les deux, que ce soit sur le plan curatif ou préventif, sont structurés à la manière de l'enseignement explicite. Bon, il fallait faire un pilier curatif, il fallait avoir un pilier curatif et le choix a été fait d'utiliser TAL parce que TAL veut dire Teaching at the Right Level. Bon, c'est une approche pédagogique structurée qui a été utilisée en Inde et qui semble avoir donné de bons résultats. Évidemment, il fallait récupérer le plus possible les élèves qui avaient pris du retard parce qu'il y avait d'énormes retards. Il y a encore d'énormes retards et on doit s'occuper de ceux qui sont en retard. Donc, et déjà, les expérimentations qui ont été faites ont été positives et il faut continuer, évidemment. De même, le pilier préventif, bon, c'est basé sur les études sur l'efficacité de l'enseignement. Et là, il y a une approche qu'on appelle l'enseignement explicite, basée en 3 moments, si on veut, qu'on appelle le modelage, la pratique guidée et la pratique autonome. C'est plus compliqué que ça, mais si je résume rapidement, ça donne à peu près cette idée-là. Donc, le modelage, au fond, c'est la partie, par exemple, d'une leçon qui dit c'est l'enseignant qui parle. C'est l'enseignant qui dit « je fais ». Je fais une addition avec retenue, je vais vous montrer comment le faire. Et comment faire une addition? Bien, je vais mettre un haut-parleur sur ma pensée. C'est la belle expression qui est utilisée dans la littérature. Au fond, c'est de dire, je vais vous dire comment je raisonne, quelles questions je me pose. Et cela est applicable dans différentes matières, etc. La première phase, c'est l'enseignant qui l'a fait, c'est le modelage. Mais ce n'est pas un cours magistral d'1 heure, là. C'est en 15 minutes peut-être, ça dépend des groupes, des niveaux, etc., des matières, mais ce n'est pas nécessairement long, mais c'est le maître qui prend le contrôle de la parole et qui explique. Une fois qu'il a expliqué la tâche à réaliser, bien, par la suite, il met les élèves au travail dans une phase qu'on appelle la pratique guidée. Là, le maître ne s'assoit pas à son bureau à corriger des copies, etc. Le maître va surveiller comment les élèves exécutent et travaillent en équipe, ensemble, en équipe de 2 par 2, souvent en binôme, comment ils vont le travailler à l'exécution de l'exercice qu'ils demandent, qui est en lien avec ce qu'il vient d'expliquer. Bon. Et là, se révèle, au fond, l'enseignement explicite dans sa substantifique moelle, je dirais, quand on réfléchit sur le mot explicite. Explicite, c'est pas implicite. C'est rendre explicite ce qui est implicite. Alors, quand le maître va voir les élèves, au fond, et l'élève, disons que la réponse est 18, bon, c'est correct, tu as la bonne réponse, mais montre-moi comment tu as fait. Montre-moi, explicite ta pensée. Et c'est là qu'on va savoir s'il a compris ou pas. Si on ne questionne pas l'élève, si on ne questionne jamais l'élève, tout est toujours implicite. Et on ne peut pas savoir s'il a compris. Et évidemment, on ne peut pas donner de rétroaction adéquate puisqu'on ne sait pas s'il l'a eu par chance, s'il a copié ou s'il a véritablement réussi. Alors, donc, l'enseignement explicite, c'est rendre explicite ce qui est implicite. C'est ça, c'est traquer l'implicite tout le temps. Au fond, si vous voulez l'idée maîtresse de l'enseignement explicite, c'est un peu ça. On peut, à un premier contact,
C'est ça qui doit être retenu, c'est-à-dire, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de l'élève, c'est un mystère. Et c'est pour ça aussi que, mais l'élève aussi, ce n'est pas nécessairement ce qu'on a dans notre tête, alors c'est pour ça qu'on met un haut-parleur sur notre pensée, on va expliciter notre pensée lorsqu'on veut que l'élève comprenne. On va rendre nos buts d'enseignement clairs, parce que quand l'élève ne sait pas c'est quoi le but de la leçon, bien, c'est implicite pour lui, il s'imagine toutes sortes de choses, alors il peut se tromper, mais si le maître explicite les buts de la leçon clairement, qu'est-ce qu'on attend de l'élève, alors l'élève est plus en mesure d'atteindre l'objectif désiré. Donc, c'est un peu autour de cette idée-là, qui est somme toute simple. La démarche n'est pas compliquée, mais elle est, au fond, ce qui est intéressant, c'est que la démarche prend appui sur l'étude des comportements de bons enseignants. Au fil des années, ça fait 50 ans qu'on constitue, je dirais, une base de recherche suffisante où on examine les comportements d'enseignants et qu'on met en relation avec l'apprentissage des élèves. Alors, on a fini par dégager des constantes, on a fini par dégager un modèle qu'on a appelé l'enseignement explicite, qui est basé sur des stratégies utilisées par des enseignants réels, dans des classes réelles, dans des contextes, dans divers contextes, pour l'enseignement de diverses matières. Alors, on a donc réussi à formaliser une méthode qui marche et qui a été validée de manière assez robuste, en tout cas, depuis des années. Donc, on a quelque chose de solide. Et c'est pour ça que lorsqu'on est arrivé au Maroc, on a dit, là, on a quelque chose, on sait que ça marche. On sait que ça va, alors on peut l'essayer au Maroc, on va voir, mais on a très confiance dans ce que l'on propose, et finalement, bon, les premiers résultats nous donnent raison. Alors, des recommandations, évidemment, pour la poursuite de la réforme tant primaire qu'au secondaire. Évidemment, ça a bien été au début, mais ça ne veut pas dire que ça va continuer à bien aller si on s'assoit sur nos lauriers et on pense que généraliser l'approche à des milliers d'écoles encore, c'est beaucoup, là. Alors, il faut donc poursuivre la réforme en se basant évidemment sur des interventions pédagogiques dont l'efficacité a été montrée, mais là, jusqu'à présent, on a une bonne base. Assurer l'implantation efficace des interventions proposées par le biais d'une formation et d'un accompagnement soutenu du personnel. Nous, on pense que ça est une clé fondamentale. Il faut former le personnel et l'accompagner. C'est important. Et surtout que là, il s'en ajoute des milliers. Là. Alors, des milliers chaque année, si on rajoute 2000 écoles dès cette année, 2500 écoles, je ne sais pas combien ça fait d'enseignants, il faut les former, ces gens-là. On a beau avoir des leçons scriptées, ça donne une idée, les leçons scriptées, mais il faut en comprendre l'esprit. Ça ne donne pas tout. Là. Alors, il faut aller plus loin que simplement la leçon scriptée. Il faut que les enseignants puissent être capables de jouer avec cela, de comprendre pourquoi c'est comme ça. Le sens de la démarche, c'est toujours du plus simple au plus complexe, etc. Donc, la formation et l'accompagnement doivent être maintenus, sinon même augmentés. Assurer le suivi de l'implantation des interventions proposées lors des formations. Les inspecteurs ont commencé à aller dans les salles de classe, faire du coaching, c'est vers ça que ça s'en va. Et c'est une façon extraordinaire d'améliorer, de faire en sorte que les enseignants s'approprient l'approche et l'exécutent mieux, au fond, aient de meilleures interventions, donnent une meilleure rétroaction. On peut comprendre la rétroaction, le principe, mais comment formuler une rétroaction adéquate à un élève qui nous dit comment il a réalisé une tâche, ça demande un certain temps. Là. Alors, il faut apprendre à faire ça. Et là, lorsqu'on est vu en train d'enseigner, on peut avoir quelqu'un qui peut nous donner, je dirais, un feedback, une rétroaction aussi sur notre façon de faire auprès des élèves. Évidemment, tout est fait sur la base de la mesure, de l'importance de la mesure. Alors, il faut toujours mesurer rigoureusement les effets des interventions sur les apprentissages des élèves et faire les ajustements nécessaires. Si on ne mesure rien, on ne sait rien. Alors, c'est en mesurant, en évaluant, qu'on voit où ça marche et où ça ne marche pas.
Parfois, ça peut très bien aller, je sais pas, dans une région, très mal dans l'autre. Ça peut mieux aller dans un degré scolaire que dans un autre. Alors là, on sait où, après ça, intervenir pour ajuster nos efforts, nos interventions. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut donc assurer un monitorage et un suivi et faire les ajustements constants. Alors, en conclusion, l'idée maîtresse de la réforme marocaine, c'est s'appuyer sur les données probantes pour rendre le système plus performant. Cela implique une réorganisation du curriculum selon des principes validés. Ça, c'est le message. Le curriculum a été validé selon des principes de la recherche. Cela implique aussi la mise en place d'une approche pédagogique validée par la recherche, qu'on appelle l'enseignement explicite des contenus et des comportements. Cela implique aussi, enfin, la formation des acteurs, des messagers de la réforme dans tout le système et à tous les niveaux. Alors là, on a une formule gagnante. Il y a quelque chose d'important qu'on a circonscrit, à mon sens. Et si, bon, on maintient les efforts, on prend le temps de former les acteurs, moi, je pense que, à moins que le ciel nous tombe sur la tête, là, mais ça va bien aller. Alors, et je pense que comment je dirais donc, on a pris, dans cette réforme-là, on veut que ça marche. On a pris à cœur le dossier marocain. Alors ici, le référentiel de compétences a été, on en a fait un livre, on a saisi l'occasion, nous, à la suite de ça, pour écrire un livre qui a été publié au Québec, là. Et en passant, il y a une librairie, on ne savait pas, il y a une librairie du Canada à Casablanca, où l'ouvrage, on nous a dit que l'ouvrage sur cet ouvrage-là, sur l'enseignement explicite, était en vente, et même les autres livres qu'on a fait également sur l'enseignement explicite. Cela dit, je voulais dire autre chose. Avant de dire merci, je vais reculer d'un point. Je voulais dire, au fond, le Québec a fait une réforme au début des années 2000 et a manqué son coup. Bon. Et l'État s'est mêlé de pédagogie et s'est planté. Bon. Et pourquoi il s'est planté? Parce qu'il s'est mêlé de pédagogie, mais il s'en est mal mêlé au sens où il ne s'est pas appuyé sur des données probantes. Bon. Alors, il y a des gens qui ont dit l'État ne devrait pas se mêler de pédagogie. Nous, on pense le contraire. L'État doit se mêler de pédagogie, mais doit bien s'en mêler et ne pas se mêler et tout en mêler. Alors, bien s'en mêler, ça veut dire, au fond, s'appuyer sur les données probantes lorsqu'il parle de pédagogie et lorsqu'il propose une réforme pédagogique comme celle-ci. Alors là, dans le cas présent, je pense que l'État a bien fait de se mêler de pédagogie, et plus encore, l'État doit s'en mêler pour faire en sorte que les acteurs soient incités à, je dirais, à diffuser adéquatement le message, les approches pédagogiques préconisées et les diffuser adéquatement. Donc, ici, je suis très optimiste en ce qui concerne cette réforme. Il y a des défis énormes et qui sont très, très présents, l'arrivée au secondaire, etc., le nombre super important de classes encore pour le primaire, des quantités phénoménales d'enseignants à former, d'inspecteurs à former. Il y a de l'ouvrage, là. Mais il y a des bonnes graines qui ont été semées. Alors, on pense que ça peut être quelque chose de très positif à poursuivre. Alors, merci beaucoup. Et